À la suite du débat, la parole est à présent à notre collègue Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, peu de sujets ont fait l'objet d'autant de rapports publics au cours de la dernière décennie que la psychiatrie. Sénat, Assemblée nationale, IGAS, mission mandatée par le gouvernement, chacun a ajouté sa pierre à la production de données et de recommandations sur le sujet de la santé mentale. Le constat est aujourd'hui largement partagé, la psychiatrie est sinistrée. La pédopsychiatrie, encore davantage. La santé mentale de la population française est très préoccupante, et notamment chez les jeunes. Selon une enquête française révélée en avril 2018, les problèmes de santé mentale chez la jeunesse sont en passe de devenir l'un des principaux enjeux de santé publique du XXIe siècle. 12,5% des enfants et des adolescents seraient concernés en France. Comme le relève l'IGAS dans un rapport de septembre 2018, la prise en charge pâtit d'un effet ciseau. La demande de soins psychiatriques qui ne cesse d'augmenter, un doublement en 20 ans, alors que dans le même temps, la démographie pédopsychiatrique est défavorable. Selon le rapport de novembre 2016, il est donc un peu plus ancien, de la mission Bien-être et santé des jeunes, la France est le pays européen où l'offre de soins en pédopsychiatrie est la plus faible en termes de patriciens. Aussi, je tiens à remercier le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour l'inscription de ce débat à l'ordre du jour de notre Assemblée. En effet, la pédopsychiatrie et plus globalement la santé mentale des enfants et des jeunes est à la croisée de politiques publiques qui subissent actuellement de grandes difficultés, et ça a été rappelé par ma collègue. L'organisation de notre système de soins, hôpitaux publics et psychiatrie en tête, la protection de l'enfance avec l'aide sociale à l'enfance et l'accompagnement des mineurs non accompagnés, mais également les services de la justice et de l'éducation nationale, comme ça a été dit. Le chantier de la pédopsychiatrie est donc immense, comme en attestent les 52 propositions formulées par notre collègue Michel Amiel en 2017. Ces dernières années, le gouvernement a tenté de répondre aux enjeux. Élaboration d'une feuille de route, nomination d'un délégué interministériel, l'ajout de 80 millions d'euros en 2019 pour le secteur, la création de 10 nouveaux postes de chef de clinique en pédopsychiatrie en 2019, qui s'ajoutent aux 10 postes créés en 2018. Dernièrement, Agnès Buzyn a rendu public les résultats d'un appel à projets, doté de 20 millions d'euros, concernant le renforcement des ressources de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 35 projets ont été retenus pour améliorer l'offre de pédopsychiatrie dans les territoires les plus en difficulté. Je veux saluer cette prise de conscience et l'engagement du gouvernement. En revanche, je regrette qu'une véritable politique coordonnée avec tous les départements, pas seulement ceux qui sont les plus en difficulté, mais tous les départements, avec tous les acteurs de la protection de l'enfance et aussi toutes les institutions, les maisons des adolescents par exemple, les services à domicile, eh bien je regrette qu'on ne puisse pas, dans tous les départements, coordonner une véritable action sur ce terrain. Alors je crois qu'en définitive, il y a des projets qui peuvent naître sur les territoires, mais faute de professionnels qui ont le temps, eh bien, ils ne se mettent pas en place. Enfin, lors du dernier PLFSS, nous avons eu peu de possibilités de débattre de son article 25, qui visait à faire évoluer le modèle de financement des établissements de soins psychiatriques vers un objectif de dépenses globalisées. Je ne peux que regretter les conditions d'examen du PLFSS, d'autant que notre rapporteure, Catherine Deroche, proposait un amendement en première lecture, alors que l'Assemblée nationale devait ajouter une pondération spécifique par des éléments relatifs à la précarité et à la couverture médico-sociale, à la dotation populationnelle, Madame Deroche y ajoutait la prise en compte des soins pédopsychiatriques, ce qui aurait permis, il me semble, qu'ils soient enfin reconnus au niveau législatif. En tant qu'élue départementale, je constate que les services de l'aide sociale à l'enfance et de l'accompagnement des mineurs non accompagnés ne sont pas équipés pour apporter une réponse adaptée aux mineurs victimes de troubles psychiatriques. L'ADF, l'Association des départements de France,
estime que près d'un tiers des mineurs confiés à l'ASE requièrent un soutien clinique. Les temps d'attente pour une intervention pédopsychiatrique peuvent atteindre jusqu'à 1 année. Or, une attention toute particulière doit être apportée à ces jeunes personnes, notamment les mineurs non accompagnés, qui sont malmenés par un parcours migratoire difficile, souffrant de pathologies post-traumatiques. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il existe des centres qui peuvent prendre en charge ces jeunes, et notamment les mineurs non accompagnés, mais ils sont trop éloignés, justement, des services de l'aide sociale à l'enfance, et on a du mal, finalement, à programmer des rendez-vous. Dans le cadre de mon rapport d'information sur les mineurs non accompagnés, j'ai pu saisir toute la difficulté de cette prise en charge. Suite à une incohérence juridique, ces derniers sont en effet considérés comme éligibles à l'aide médicale d'État, réservée aux personnes en situation irrégulière, et non à la protection universelle maladie, la PUMa. La non-admission des jeunes migrants non accompagnés à la PUMa a des effets très concrets. Elle les empêche d'accéder aux centres médico-psychologiques dont les frais ne sont donc pas couverts par l'aide médicale d'État. Aussi, ma proposition à l'époque, numéro 18, visait à réviser la rédaction du décret et de la circulaire régissant le système de protection auquel sont éligibles les mineurs isolés en faveur d'une éligibilité inconditionnelle à la PUMa. Enfin, il nous faut réaliser une véritable mobilisation globale de la société en matière de santé mentale. D'une part, il me semble nécessaire d'agir le plus en amont possible. La prise en charge précoce est essentielle pour limiter l'impact de la pathologie sur la personne atteinte et son entourage, ainsi que sur les finances publiques. Il faut donc notamment renforcer le repérage à l'école grâce à des formations adaptées aux enseignants et aux encadrants. Davantage sensibiliser les parents, les médecins traitants et les services de PMI sur les signes et les outils disponibles. Et là, je dirais que c'est surtout sur la formation des nouveaux professionnels qu'il faut agir, parce qu'on voit bien qu'il y a, en l'occurrence, des besoins énormes de compétences, mais aussi repérer et accompagner les parents vulnérables. En ce sens, le rapport Pour sauver la PMI, agissons maintenant, proposait très justement le développement du recours à des techniciens de l'insertion sociale et familiale, de l'intervention sociale et familiale, en périnatalité et prévention de la dépression postpartum, dans un cadre concerté entre PMI, maternité et CAF. Les TISF interviennent au domicile des familles confrontées à des difficultés pouvant affecter l'équilibre de la cellule familiale. Selon le pédopsychiatre Jacques Dayan, les TISF ont une efficience psychique considérable et peuvent éviter une prise en charge plus lourde. D'autre part, il convient d'assurer l'aval en proposant un véritable parcours de santé mentale qui favorise autant que possible l'ambulatoire. C'est notamment l'objectif du plan Ma Santé 2022 qui prévoit l'obligation de mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale, les PTSM, d'ici juillet 2020, en organisant le lien avec les soins de premier recours portés par les CPTS et les hôpitaux de proximité. Mais est-ce que nous serons prêts ? Où en est-on sur ce point, monsieur le ministre ? A-t-on également des éléments sur l'extension des formations d'infirmiers de pratique avancée à la psychiatrie cette année ? En définitive, notre objectif, collectivement, est d'aboutir à une détection plus précoce des pathologies grâce à une politique ambitieuse de prévention et de coordination, de lutte contre la stigmatisation des personnes malades, mais aussi d'accès à la pédopsychiatrie et au développement de la recherche, et notamment des neurosciences en ce domaine. Merci. La parole est à présent